L'amour, le coup de foudre, est-ce que tout ça, ça existe vraiment? Au Dreamcastio, vous le savez, nous sommes de grands romantiques et on aime les belles histoires. Comme celle fascinante et tragique de Bonnie and Clyde. Deux vies séparées, puis soudain, un destin commun, 3 années de cavale et d'amour fusionnel à terroriser l'Amérique jusqu'à leur dernier souffle. Ils semblaient faits l'un pour l'autre et pour cette destinée hors la loi. Alors, doit-on croire qu'il existe pour chacun d'entre nous quelque part sur cette terre une âme sœur qui nous attend patiemment? Et si oui, quelles sont nos chances de la croiser? Pire encore, de la rencontrer avant qu'il ne soit trop tard. À 38 ans, Kevin Durant lui aussi a sillonné les routes du pays de l'oncle Sam. Il en est devenu le sniper le plus redouté, une légende vivante couronnée de titres, de gloire et de MVP. Pourtant, malgré les lauriers, une chose semble encore lui échapper, à lui le soliste, une véritable idylle à plusieurs. Mais 2026 pourrait tout changer. L'amour basketballistique a peut-être frappé à sa porte sous une forme inattendue, celle d'Ime Udoka, le coach qu'il avait pourtant éteint tactiquement lors des playoffs 2022. Un mariage au plus que parfait, une alliance qui offre à Durant l'occasion d'écrire un dernier chapitre, peut-être le plus beau, de son livre NBA. On dit souvent que l'amour ne dure que 3 ans, mais une seule pourrait suffire, car cette fois, KD semble avoir trouvé son Clyde. Bienvenue. Si l'introduction vous a plu, et pourquoi pas la vidéo complète, soyons fous, eh bien n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça nous aide énormément. C'est bientôt la reprise, on espère vivre une très grande saison avec vous. Donc n'hésitez pas, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de faire grandir la chaîne. Bon visionnage. I'm Kevin Durant. You know who I am. Bon, avant de savoir ce que KD va apporter, faut surtout savoir ce dont les Rockets ont besoin. La qualité du joueur ne fait pas tout. Pour faire un parallèle un peu douteux, si vous êtes le meilleur joueur de foot de transition, mais que votre coach ne veut jouer que sur demi-terrain, et ben automatiquement vous avez moins d'importance, moins de valeur. Donc, quel est le squelette de cette équipe des Rockets? Offensivement, on avait une surdépendance au rebond, parce qu'on était très fort dans l'exercice, mais aussi parce que dans les domaines de création pure, tu n'étais pas bon. Beaucoup d'isolation, 10e fréquence, mais seulement 24e efficacité, avec 0,84 points par possession. Tes deux moteurs là-dedans, Sengun et Jalen Green, c'était 41e et 42e centile, les deux avec une efficacité de 0,86 points par tir. Là-dessus, tu as remplacé ton moteur sympathique de Peugeot par un réacteur d'avion de chasse, puisque Kevin Durant l'éternel était encore à 1,16 points par tir l'an passé en isolation. De loin, premier de toute la NBA devant Shai Gilgeous-Alexander qui était à 1,10, pas mal. Et il y a l'efficacité, mais il y a aussi le style des isolations qui pourra changer et se diversifier pour les Rockets avec l'arrivée de Durant. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de présenter KD évidemment. Il y a beaucoup de shotmaking absolument incroyable avec une technique et un équilibre hors du commun comme ce panier face aux Clippers. Mais KD c'est aussi la taille comparée à Jalen Green et donc ça permet de cibler des plus petits on-ball comme Luka Doncic du haut de ses tout petits 2,03 m. Mais avec cette taille, eh bien on peut aussi cibler via le post-up. Et oui, comme ici face aux Lakers où on a un écran descendant, un rip. Et donc si les Lakers ne switchent pas, c'est un dunk facile pour Durant. Donc il y a switch et donc tu te retrouves avec Kevin Durant défendu par Austin Reeves. Et donc un post-up dans son spot et un bon tir trouvé par l'attaque. Donc il y a les plus petits avec en plus la possibilité pour Durant de se rendre lui-même au poste sans avoir besoin d'entry pass. Et ça aussi c'est une vraie plus-value. Mais il y a aussi le fait de cibler les plus gros sur certains switches. Après un très bon écran, Klingan, il se retrouve un peu seul face à KD sur son drop et KD le remarque et l'attire automatiquement au périmètre pour jouer son isolation. Klingan décide de rester bas, pull-up direct et panier avec la faute. Mais face à des intérieurs plus mobiles et agressifs au périmètre, comme notre Guerschon Yabusele ici, il ne faut pas oublier les skills d'arrière qu'il a
et s'il n'y a peut-être plus assez d'essence pour répéter les drives à foison au cours d'un match, et bien il y en a peut-être juste assez pour attaquer ce genre de switch. Ici, Yabusele presse haut pour empêcher le fameux pull-up, donc petit size-up pour se mettre en position de drive et se donner de l'élan avec son pied gauche. Il passe l'épaule et finit au-dessus largement de Paul George qui venait en aide au panier. Donc ça reste une question, pourra-t-il encore le faire en 2026 suffisamment? Mais en tout cas en 2025, il n'y avait aucun signe d'inquiétude et il n'avait vraiment pas de problème à driver face au plus lent. Et même face à AD, il arrive à placer son premier pas, puis driver et se créer son tir. Bon, pas assez impressionné, allez, on s'attaque à Wemby alors. Et ça j'avoue, c'est un petit plaisir coupable pour admirer juste la perfection technique. Petit espace derrière l'écran, feinte de shoot pour faire sortir Wemby de ses appuis. Et là il y a une ligne de drive vers l'intérieur sur sa main gauche s'il attaque les appuis faibles du défenseur. Et il va feinter, mais au moment où Wemby tourne ses hanches, bam, cross rapide dans l'autre sens. Incroyable réactivité, et si Wemby est passé, c'est pas Chris Paul qui va défendre le cercle. Et ce qui est génial à mon sens, et bénéfique aussi pour KD sur les isolations, c'est que le passing face au double team, c'est un peu sa lacune. Mais là, on ne lui demandera même pas d'exceller là-dedans, puisque Houston, c'est pas une équipe qui cherche un décalage pour créer un tir ouvert à l'opposé, mais cherche plutôt à prendre un tir et utiliser le joueur à l'opposé pour attaquer le rebond. Donc évidemment, ça pourrait être un gros sujet de discussion au moment des playoffs, mais son rôle ne sera pas de créer du jeu pour les autres, simplement pour lui, s'il y a un décalage, on pourra être en surnombre au rebond. Alors l'isolation jusque-là, rien de très choquant, mais un autre aspect où KD change pas mal la donne, c'est sur le pick and roll. Le plan de jeu de Udoka est souvent de créer une poche d'espace pour le pull-up de Jalen Green ou Fred VanVleet. Et il l'a trouvé souvent vu la qualité de pose d'écran d'Alperen Sengun et Steven Adams. Le problème c'est que ce n'était pas assez rentabilisé par tes porteurs de balles car pas toujours efficace. Et c'était aussi laissé par les défenses, comme les Warriors en playoff, car en dehors du match 2, Golden State a fait beaucoup de drops face à Green et a laissé ce tir ouvert. C'est pas forcément rentré et donc Houston a eu beaucoup de mal à renverser et inverser cette défense des Warriors. Dans les chiffres, Houston était aussi top 10 en fréquence de pick and roll ball handler, sans être ne serait-ce que top 15 en efficacité. Et Durant 66e centile dans l'exercice, c'est bien, mais c'est moins spectaculaire que sur l'isolation. Le changement va plus être dans le micro-tactique et notamment sur un aspect clé, le pull-up. Parce que KD en carrière, c'est 36% sur ce domaine, mais c'est déjà loin de ces 43, 44, voire 45% qu'il peut avoir parfois en catch and shoot. Et surtout, c'est toujours sur un petit volume parce qu'il préfère le mid-range. Malgré ça, tactiquement, c'est une vraie arme en plus à débloquer parce que sa qualité de shooter n'est pas à démontrer et parce que ça semble clé dans le plan de jeu de Ime Udoka. L'an passé, Jalen Green prenait 5 pull-ups lointains contre un seul pour Kevin Durant. Donc on risque d'avoir une augmentation du volume là-dessus. Et si l'efficacité suit comme on peut s'y attendre, ça peut tout changer. Sur des pick and roll classiques, on peut cibler le drop de certains défenseurs et ne plus le subir. Gafford ici monte trop tard et boum. Mais ce qui est intéressant, là encore, c'est la taille qui permet aussi de cibler des petits sur pick and roll. Parce que quelques instants plus tôt dans le même match, KD cible Kyrie avec un petit poseur d'écran. Le secret n'est pas d'avoir un bon écran, mais que le défenseur soit petit. Et du coup, Kyrie, il a beau monter, il est trop petit pour contester quoi que ce soit, et donc ça crée une poche d'espace factice pour le shoot de Durant. Pareil face à Maxey ici, qui essaye de le contenir en drive, mais ne peut absolument rien faire face à un shoot. Et quand on sait que Houston aime appeler ce genre d'action avec VanVleet en poseur d'écran, ça se transpose parfaitement. Justement, un non-intérieur en poseur d'écran, c'est peu académique, mais on vient d'ouvrir la potentielle boîte de Pandore, puisque c'était une arme sortie parfois par Udoka, et avec ce trade, le coach vient de mettre la main sur potentiellement le 2e ou 3e meilleur de NBA dans l'exercice. En fait, Durant ouvre un champ des possibles incroyable sur pick and roll, aussi en tant que poseur d'écran. Le secret et pourquoi VanVleet était celui qui était le plus appelé par Houston l'année dernière dans ce rôle, c'est sans doute parce que c'était le meilleur de l'effectif en catch and shoot. Et là-dessus, l'upgrade avec Durant, elle est monstrueuse.
parle d'un joueur qui est à 44% catch and shoot en carrière et qui a donc une menace de pick and pop absolument dingue, évidemment. Ça change tout pour un Alperen Sengun qui avait cette arme du pick and roll inversé pour cibler des intérieurs plus lents comme Rudy Gobert, par exemple, parce que malgré tout, les défenses abandonnaient souvent Fred pour venir bloquer le drive d'Alpi. Et là, avec Kevin Durant, c'est plus du tout possible. Pareil pour un Amen Thompson, dont les flashs sur drive s'en fout, mais qui n'a jamais eu cette menace de pick and pop qui lui ouvre de l'espace réellement. En plus, avec lui, l'important c'est de créer la première séparation en amont de son drive, parce que lorsqu'il arrive à prendre de l'inertie et de la vitesse pour attaquer le contact, pas grand monde peut faire quelque chose. Alors il y a toujours la solution du switch, et encore plus des switches créatifs qu'on voit de plus en plus en NBA. Mais on retombe sur KD, le mismatch killer, en isolation. Ici, Miami appelle le switch sur le pick and roll, sauf que Tyler Herro se retrouve face à Durant, en isolation lors du renversement. L'attaque l'a vu et KD essaye de s'installer en post-up puisque c'est face à un plus petit. Miami va donc appeler un scram switch et re-échanger Highsmith et Herro pour annuler le mismatch maintenant que le ballon est ailleurs. Sauf qu'il y a une petite latence, KD est déjà dans son spot et s'élève pour punir. Donc finalement, réussir à garder KD dans le spot que vous voulez et avec le match-up que vous voulez, c'est un peu mission impossible. Et si Houston arrive à avoir un autre porteur de balle avec un pull-up, là aussi c'est potentiellement jackpot parce que ça mettrait la défense dans un dilemme horrible, comme les Clippers ici. Derrick Jones ne veut pas laisser le pull-up à Tyus Jones et donc il échange. Sauf que pour ça, il abandonne KD et sur le switch, Powell est donc derrière lui quand Durant reçoit la balle. Plutôt une mauvaise idée en général. Donc Rich Shepard, on compte sur toi mon petit. Encore plus avec la blessure de Fred VanVleet qui était un peu le seul de l'effectif à avoir cette arme. Pour finir sur le pick and roll, je veux parler d'un aspect qui n'est pas un point fort de KD, mais qui est peut-être un peu sous-estimé, c'est son passing direct. Parce que si on résume, surtout avec ses poseurs d'écran, on ne pourra pas faire de drop, mais on ne peut pas switcher pour autant face à KD. Donc ce qu'on est tenté de faire, c'est des 2v1 sur le ballon. Et KD, il va jamais trouver la skip pass magnifique, compliquée, en manipulant deux défenseurs, mais sur la vision proche, à courte distance, je pense que c'est suffisamment fonctionnel pour que ça marche. Ici, Wemby monte pour pas laisser le fameux tir, et regardez l'angle qu'il trouve main gauche derrière l'intérieur pour son rollman, c'est incroyable. Et encore, Wemby, il tente un drop assez haut, mais un drop quand même parce qu'il est grand et long pour couvrir l'espace. Mais face à Collins dans le même match, on est obligé de monter plus franchement, mais en fait Durant, il est plus grand que l'intérieur et il peut très très facilement passer au-dessus. Justement, prenons une équipe qui aime bien forcer des 2v1 en défense, c'est les Nuggets de Nikola Jokic. Et le Nuggets Suns de début de saison, il peut donner une idée de comment Durant peut juste suffisamment punir. En gros, le plan de jeu, c'est de le mettre en mouvement avec un premier écran avant de se retrouver face à Jokic. Comme ça, Gordon est un peu en retard et ça lui laisse du temps et de l'espace pour faire la passe. Et donc, quand Jokic monte, il arrive à le contourner par-dessus et le roll est ouvert. Plus tard dans le match, encore une fois une configuration à deux écrans pour lui, un stagger, mais cette fois-ci Jokic reste très très bas, proche de la raquette. Sauf qu'avec deux écrans, Gordon se retrouve encore dans le dos de l'attaquant. Cette fois-ci, l'aide vient du haut du terrain, de Christian Braun qui dézone pour venir boucher la ligne de drive et protéger Jokic. Sauf que s'il vient, ça libère un cut. KD peut aisément passer par-dessus la première ligne et c'est encore une passe simple, une passe courte, mais qui crée un très bon tir. Kevin Durant existe-t-il sans la balle? Parce que Amen Thompson, Alperen Sengun, Rich Shepard, Fred VanVleet, ils vont le vouloir, le cuir aussi. Et c'est là où encore une fois le mariage est parfait, parce que évidemment Durant a ça, cette malléabilité tactique dans son arsenal. Les meilleures séquences des Suns sur les 2 dernières saisons venaient sans doute lorsqu'on jouait des actions en delay, c'est-à-dire où l'intérieur a la balle et tout tourne un peu autour de lui. Lorsque le pivot est le hub offensif, et vous me voyez venir, mais si ça marchait avec Jusuf Nurkic et Mason Plumlee, ça devrait aller avec Alperen Sengun.
En mettant la balle dans les mains de Sengun, ça vide la raquette et ça libère donc des cuts dont un certain Jalen Green a pu profiter par moment. Mais avec Durant, c'est presque encore mieux, puisque comme on ne peut pas switcher, on est obligé, comme Westbrook ici, de suranticiper l'écran pour rester collé derrière l'écran. Et donc KD, il a tout lu et il a la possibilité de hop, s'en aller et trouver un tir au panier grand ouvert. Alors évidemment, la clé c'est le spacing pour ce genre de système, mais avec Durant en porteur de balle, tu as aussi en fait une recrue défensive qui te permettra peut-être de faire jouer plus de profils offensifs sans être trop pénalisé défensivement. Si Durant apporte de la protection de cercle secondaire, tu peux te permettre d'avoir peut-être un peu plus de Finney Smith, de Jabari Smith plutôt que de Eason, voire même peut-être, encore une fois, du Richie Shepard. Et un spacing bien meilleur avec seul Amen ou Sengun en non-shooter par séquence. Et encore une fois, pour le rendement de Kevin Durant, c'est intéressant aussi. Parce que les Rockets, c'est une équipe qui avait des schémas très collectifs. On switch beaucoup, ok, on pré-switch beaucoup aussi, ok, mais surtout, on va souvent venir boucher le gap collectivement pour empêcher le drive. Les schémas sont donc beaucoup plus collectifs et ne dépendent pas que d'un seul protecteur de panier, ce que Kevin Durant a été, mais n'est peut-être plus l'âge allant, et pourtant c'est ce qu'on lui demandait à Phoenix. Mais donc encore une fois, de ce point de vue-là, remplacer un joueur qui pouvait se faire cibler comme Jalen Green par Kevin Durant, c'est jackpot. Et donc l'apport défensif de KD permettrait de complètement débloquer l'attaque des Rockets. C'est beau le basket. Ou au contraire, tu peux jouer avec encore plus de Eason, de Amen et de créer une line-up complètement folle de switch all avec Amen, Finney Smith, Jabari Smith, Tari Eason et KD où il n'y a aucun mismatch à chercher et où les 5 joueurs font plus de 2 mètres. Ou alors si tu veux rejouer méga gros, tu prends KD en porteur de balle, tu le mets dans une zone avec Steven Adams et Alperen Sengun, et là tu as 3 joueurs de plus de 2m10 pour garder ton assise au rebond. Bref, les possibilités sont extrêmement nombreuses de line-up également, et tout ça c'est permis par l'arrivée de Durant. Et le rayonnement il va aussi être ne serait-ce que sur la valeur du spacing, pour mettre Kevin Durant à une passe près sur les post-ups de Sengun, ou les isolations et drives d'Amen Thompson. Et s'il y a des manques dans l'effectif, encore plus avec la blessure de Van Vliet, Houston a encore de belles cartouches pour un trade. Autrement dit, il faudra compter sur les hommes de Ime Udoka cette saison, et peut-être qu'après avoir été leur bourreau en 2018, Durant sera leur sauveur et pourra les ramener tout en haut de la NBA. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo sur Kevin Durant et les Rockets, l'équipe hype de la saison, vous aura plu. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Dites-le nous en commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.